Bonjour Jean Bulabois. Bonjour. Je suis très content de pouvoir interviewer le fondateur de la SFO. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu votre parcours et les différents postes et responsabilités que vous avez eus? Eh bien, mon parcours au niveau formation a été assez classique. J'ai fait mes études essentiellement à l'université de Franche-Comté, une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat, après des études au lycée et au collège, un petit peu difficiles. Ceci dit, dès que j'ai été à l'université, j'ai travaillé, j'ai pris le taureau par les cornes et les choses sont beaucoup mieux allées. Donc j'ai suivi un processus tout à fait classique et j'ai été un des 12 élèves du professeur Viennot, qui était professeur d'optique. Et dans ces 12 personnes, il y avait des IPCiens, il y avait un certain nombre de gens. Et on nous a indiqué un jour, à la fin d'un cours, qu'il y avait un poste de collaborateur technique qui existait au laboratoire dirigé par PM Duffieux, qui était le laboratoire de physique générale à l'optique, de collaborateur technique. C'était un des premiers postes créés par le ministère, et c'était le professeur Duffieux qui en avait profité. Donc Jean-Charles Viennot a essayé de trouver parmi ces 12 élèves un candidat pour prendre ce poste. Manifestement, personne n'était candidat. C'était quelque chose que personne ne connaissait, c'était nouveau, il n'y avait pas de précédent. Et Viennot était persuadé que le bon élève, c'était celui qui était marié, qui avait besoin d'argent, etc. Donc un jour, moi je n'étais pas marié, j'étais célibataire. Mes parents étaient fonctionnaires, enfin mon père était fonctionnaire. On n'avait pas de très très gros moyens, nous étions 3 en pension à l'époque. Donc un jour, après un cours, je suis allé voir le professeur Viennot et je lui ai demandé s'il fallait vraiment être marié pour obtenir ce poste ou non. Il m'a répondu non. Et je lui ai dit, je suis candidat pour terminer l'année. C'est comme ça que j'ai découvert l'optique. Parce qu'au départ, mon objectif, c'était de terminer ma licence et puis de rentrer tout de suite dans le système actif, ce qui était possible dans ces années-là. C'était fin des années 60. Donc j'ai découvert par hasard l'optique en rentrant comme collaborateur technique au laboratoire du professeur PM Duffieux. J'ai bénéficié de l'attractivité qu'avait Jean-Charles Viennot et son dynamisme pour essayer de développer un petit peu mes connaissances en optique. Donc, si on me demande comment vous êtes arrivé à l'optique, c'est vraiment par hasard. Et puis, je suis resté un petit peu dans cette équipe parce que je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait une dynamique forte et qu'il était intéressant de développer quelque chose de nouveau. Ce que Viennot voulait faire, puisqu'il voulait construire un laser qui n'existait pas encore dans le monde universitaire. C'était dans l'année 1960. Il m'avait indiqué d'ailleurs, vous êtes collaborateur technique, donc vous travaillez pendant les vacances, vous allez apprendre de l'électronique pour être à même de fabriquer un laser à rubis. Alors bizarrement, je rentrais dans un monde d'opticiens et on me demandait de développer de l'électronique. Bon, une dynamique s'est créée, etc. Et c'était intéressant pour nous de faire quelque chose, tout simplement parce qu'avant les lasers, il y a eu les masers, et les gens qui travaillaient avec les masers étaient des électroniciens. Ce qui fait qu'on a travaillé, et j'ai travaillé avec des chercheurs du laboratoire de physique de l'école polytechnique, tous électroniciens, qui ne savaient pas régler les appareils d'optique. Et je montais à Paris, régler les Fabry-Perot, les interféromètres, pour développer leur activité laser. Donc avec eux, on a publié, et avec eux, on a eu une ouverture très rapide sur tout ce qui était développé par la DRME de l'époque, qui était patronnée par la Délégation générale de l'armement. D'où la possibilité d'obtenir des contrats
et la possibilité pour moi d'aller plus vite vers l'optique et de laisser l'électronique aux électroniciens, puisque on a finalement, après mon recrutement, recruté des électroniciens, etc. Donc c'est comme ça que j'ai mis le premier pied dans l'optique. Et pour moi, l'optique représentait quelque chose de nouveau, puisque les lasers étaient vraiment à leur début. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était une ouverture sur d'autres laboratoires. Ce n'était pas uniquement opticien, tu fais de l'optique, etc. Mais ça m'a permis très rapidement de faire une thèse de 3e cycle sur les propriétés du rayonnement laser. Et on a été parmi les premiers universitaires au niveau de l'Hexagone à développer un laser à rubis. Et par chance, on a travaillé avec la société suisse Djeva qui fabriquait des rubis pour les lasers, non, des rubis pour les montres, qui s'est mis à fabriquer des rubis pour les lasers. Donc avec eux, on a pu développer des cristaux, doper des cristaux avec différents matériaux, etc. Et en 2 ans, j'ai pu terminer une thèse de 3e cycle que j'ai soutenue fin 63. Voilà comment j'ai démarré. Et pour moi, l'optique représentait au départ un moyen de terminer mes études plus confortablement puisque j'étais rémunéré. Deuxièmement, de découvrir une activité de recherche nouvelle qui démarrait en France. Et puis de rentrer dans une équipe qui était en cours de formation avec une dynamique très forte. Alors les fonctions que j'ai occupées après, c'est tout simplement, j'ai été professeur, nommé professeur rapidement. J'ai été responsable d'étudiants, je me suis occupé de formation, etc. Et puis assez rapidement, j'ai eu des responsabilités. Et parmi ces premières responsabilités, c'était celle d'être doyen de la faculté des sciences de Besançon. Donc, au début des années 80, j'ai été doyen de la faculté des sciences de Besançon avec ce projet de mettre en place quelque chose pour l'optique. Après cette responsabilité, j'ai été invité par le ministère de la Recherche à travailler au ministère pendant 7 années. Et j'ai été chargé de mission pour toutes les questions relevant de l'optique, de l'optoélectronique, des capteurs fibre optique, enfin de tout ce qui était en développement en optique, dans le domaine de l'optique, et tout ce qui était les lasers. Donc pour moi, c'était quelque chose d'intéressant. Et ça m'a permis de mettre le pied dans beaucoup de domaines, parce que j'ai fait cette activité alors que Hubert Curien était le ministre de la Recherche, juste après Valade, avant l'arrivée de Fillon. Donc je suis resté quasiment 7 années au ministère de la Recherche en tant qu'expert. Et c'est au cours de ces années-là que j'ai travaillé pour mettre en place la SFO et d'autres choses. Et une fois que j'ai eu terminé ce type d'activité, les politiques de la Franche-Comté se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec Bulobois qui finalement a travaillé au ministère, a appris des choses un petit peu intéressantes dans l'optique moderne. Donc j'ai été sollicité pour prendre la direction de l'Institut Polytechnique de Sévenant. Ensuite, j'ai été nommé par Claude Allègre, ministre, pour mettre en place l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Et Claude Allègre voulait qu'on développe un pôle d'énergie à Belfort, puisqu'il y avait une activité automobile, une activité General Electric. Et il était intéressant d'accompagner la mise en place de l'Université de technologie par une restructuration des activités de recherche dans ces domaines. Donc il m'a nommé responsable du Centre national de recherche technologique, pile à combustible et transport terrestre. Et j'ai pris ma retraite au moment où les choses se mettaient en place, où on construisait cette plateforme pile à combustible. Et après, atteint par la limite d'âge à 65 ans, j'ai pris ma retraite, comme tout un chacun.
la suite a été assurée localement par les gens qui étaient dans le nord-est Franche-Comté. Voilà en gros les fonctions que j'ai exercées. Et donc c'était au moment où vous étiez au ministère sous Hubert Curien que vous avez lancé la fondation de la SFO, c'est ça? Eh bien, la fondation de la SFO, j'ai été membre du conseil d'administration de la Société française de physique. Et je m'étais rendu compte qu'au sein de cette structure, il y avait une division optique. Avec cette division optique faisait une réunion annuelle ou bisannuelle d'opticiens, mais surtout des universitaires, des gens du CNRS. Et j'ai essayé de leur expliquer que ça serait sympathique qu'on ait une activité plus proche du monde industriel. Et si je me suis permis de les solliciter dans ce domaine, c'est que en 74-75, j'ai travaillé aux États-Unis dans un laboratoire de radioastronomie et j'avais un contrat très intéressant pour développer un système optique exploitant la transformée de Fourier pour traiter les informations délivrées par un très grand radiotélescope qui était en cours de construction. Donc je savais comment fonctionner aux États-Unis à partir d'un laboratoire universitaire et les industriels. Et puis j'ai sollicité également cette société de physique en disant, parce que je participais aux réunions, en disant qu'il serait peut-être pas mal de créer un prix pour un chercheur hors hexagone, parce que j'avais constaté que pour obtenir un prix, il fallait passer par le comité français de la Commission internationale d'optique, par la Société de physique, etc. Et que, hors parisien, appartenant à un très grand laboratoire de recherche, il était difficile d'obtenir pour un chercheur du fond de sa province, à Besançon, un prix pour se déplacer. Vous pourriez me dire, stop, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez eu une aide financière. Je vous répondrai oui, mais il se trouve que le normalien qui travaillait chez Jacquinot, qui devait utiliser cet argent, a eu un très grave accident de planeur, 3 ou 4 mois avant la conférence, qu'aucun chercheur parisien a accepté de prendre la responsabilité en 3 mois de faire une conférence aux États-Unis. Et comme on cherchait au niveau parisien à sauver un petit peu les meubles, il ne fallait pas perdre cette allocation, ils ont fait appel au laboratoire d'optique de Besançon. Donc j'ai eu un peu l'audace de relever le défi, ce qui m'a permis d'aller aux États-Unis faire une conférence, et de préparer une conférence très rapidement. Donc je me suis rendu compte que c'était difficile de mettre en place des choses nouvelles avec les structures telles qu'elles fonctionnaient au niveau parisien, parce que tout se décidait sur Paris à l'époque, il ne faut pas se faire d'illusions. La Société française de physique, c'était géré par la division optique de l'Île-de-France, qui se tenait pour la société elle-même. On ne faisait pas tellement appel aux gens qui étaient à Bordeaux, à Grenoble ou Besançon. Donc j'ai décidé à ce moment-là de restructurer un petit peu les choses en prenant comme modèle ce qui avait été fait par d'autres. Hein, je n'ai pas tout inventé. La S2E avait structuré un petit peu ses activités et je me suis dit que la S2E avait beaucoup plus d'intérêt au niveau hexagonal parce qu'ils étaient structurés et ils avaient non pas quitté complètement la Société française de physique, mais ils s'étaient mis en phase avec le monde industriel par le biais de cette société d'électroniciens et d'électriciens. Donc pour moi, il y avait cette idée de faire une société qui regroupe les opticiens et de les polariser un petit peu sur cette recherche que je supposais être intéressante, compte tenu de ce que j'avais fait précédemment, pour travailler avec le monde industriel. Et
ce qui m'a poussé un petit peu dans ce sens aussi, c'est que j'étais persuadé que pour développer quelque chose, il fallait travailler d'abord avec des structures dynamiques, disons plus jeunes. Si vous voulez une université de 500 ans d'âge, si vous voulez la faire travailler dans d'autres directions, l'obliger d'aller dans des directions qui ne sont pas ses choix, c'est très difficile. C'est une vieille dame qu'il faut secouer fortement. Donc on a fait les choses sans ignorer la société de physique, parce qu'une fois que la société d'optique a été créée, on a immédiatement repris contact avec la société de physique. On a eu un représentant de la Société française de physique dans le cadre de la SFO et un représentant de la SFO, non, un représentant de la SFO dans la SFP et un représentant de la SFP dans le cadre de la SFO. Voilà un petit peu ce qui m'avait conduit à développer un certain nombre de choses. Et quand j'ai terminé cette activité de mise en place de la SFO, j'ai été amené à faire d'autres choses. Tout simplement, j'avais comme perspective de créer la Société européenne d'optique. Et je vais vous donner les dates qui sont intéressantes pour moi. Création de la Société d'optique en 1983 à Bordeaux, dans le colloque Horizon de l'optique qui était animé par les opticiens déjà, mais il n'y avait pas de structure très officielle. 1984, je suis parti représenter la SFO à une réunion de la DGAO, la Société allemande d'optique, en Allemagne, en les invitant à venir faire une conférence commune à Besançon en 1985. Et vous voyez, en 1985, on a eu une première réunion SFO-DGAO dans la perspective de mettre en place quelque chose au niveau européen. Et on a eu très bon contact avec Hermann Walter, qui était le président de la DGAO. Et c'est avec lui, on a travaillé en partenariat, c'est avec lui qu'on a pris des contacts avec toutes les sociétés au niveau européen pour mettre en place la Société européenne d'optique. Et la Société européenne d'optique a été créée en 1991. C'est en 1991 qu'on a signé des contrats avec le SPI pour organiser des séries de conférences qu'on appelait Europto à l'époque. Et j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de temps dans mes activités et d'accompagner beaucoup le SPI dans toute la mise en place de ces conférences européennes. Donc j'ai travaillé avec Roy Potter, etc. Et on était fortement soutenus par cette société américaine qui regroupait essentiellement des ingénieurs d'optique. Mais bon, les Américains ne font pas de différence entre l'OSA et ils sont tantôt présidents de l'OSA, ils sont ensuite présidents du SPI. En France, on est beaucoup plus cloisonné. On est ou participant de l'OSA ou participant du SPI. Donc j'ai été nommé fellow de la société SPI, j'ai été membre du board des gouverneurs, et de ce fait, j'ai mis en place, je ne saurais pas vous dire, mais plus d'une dizaine de conférences en Europe. Donc ça nous a permis d'avoir des contacts avec les sociétés locales et finalement de structurer les choses pour décider de mettre en place cette société européenne. Donc avec Hermann Walter, on a été tous les deux très très actifs. On a été la cheville ouvrière de la mise en place de la société européenne. Lorsqu'il y a eu des élections, il y a eu 14 pays qui ont participé par le biais des comités nationaux de la CIO. On a eu des sociétés qui faisaient de l'optique qui ont participé à la votation. Et il se trouve que Hermann Walter et moi, on s'est retrouvés en pointe. Et moi, j'ai tenu à laisser la responsabilité de la présidence de la Société européenne à Hermann Walter, parce que premièrement, moi j'étais universitaire, lui était chargé de la recherche-développement chez Rodenstock, donc il était industriel. Il parlait mieux anglais que moi, hein, les Allemands parlent mieux anglais que les Français,
Donc il avait plus de moyens financiers que moi. Donc il a accepté. Et c'est comme ça qu'est partie l'activité de la Société européenne d'optique. Donc moi j'ai été son vice-président, mais je suis parti assez vite après, parce que mes chers collègues m'avaient fait comprendre que si je persévérais dans des activités d'association, je ne passerais jamais professeur première classe. Donc il fallait que je revienne faire de la recherche. Donc j'ai pris des congés sabbatiques et je suis retourné aux États-Unis et au Canada. J'ai été professeur invité à l'Université Laval à Québec pendant l'hiver. J'étais chez Henri Arsenault, qui travaillait sur les lasers. Ensuite, j'ai été en Alabama sur un laboratoire dirigé par John Cofield, qui travaillait sur les programmes Guerre des étoiles de Reagan. Et puis, j'ai terminé par une activité chez IBM, au laboratoire qui était en cours de construction à Almaden, au sud de la Californie, en plein sur la faille. Je ne suis pas resté parce que j'étais bien reçu, mais ils étaient en déménagement et ils m'ont dit « vous revenez l'année prochaine ». Il se trouve que l'année prochaine, j'ai eu d'autres activités entre-temps et j'ai fait d'autres choses. Donc c'est comme ça que je suis revenu un petit peu aux activités et republié quelque chose. C'est comme ça que je suis passé professeur première classe. Donc de temps en temps, j'ai pensé un petit peu à moi pour avoir une promotion quand même. Et voilà un petit peu, en gros, toutes les activités que j'ai pu faire. Et donc quand vous êtes repassé dans le monde académique, est-ce que vous avez gardé un œil sur le développement de la société française et européenne d'optique? Oui, bien sûr. Oui, ben, par exemple, j'ai été présent comme représentant du SPAI et représentant de l'EOS à la signature de la création de la Société européenne. C'était à La Haye en 1991. Et après, quand j'ai été expert au ministère, je suivais bien entendu toutes les activités de recherche en optique, puisque j'étais chargé par le ministère de soutenir des activités de recherche communes entre des laboratoires universitaires et des industriels. Et ceci était pour moi très intéressant. Et je pouvais faire des contrats jusqu'à 11 millions, ça s'appelait des sauts technologiques. Et il fallait que je suive ça, je le mette en place et que je suive cette activité. Et j'ai été pendant la même période aussi expert pour la commission de Bruxelles. J'avais comme responsabilité de vérifier que l'argent donné par Bruxelles aux laboratoires universitaires qui étaient censés travailler avec des entreprises fournissait bien l'aide aux entreprises qui étaient prévues dans le dossier de départ. Donc vous m'avez dit que vous étiez inspiré de la S2E pour la structuration de la SFO. Oui. Comment vous avez eu cette intuition que l'optique allait avoir la même capacité de développement que l'électronique à ce moment-là? Ouais, tout simplement parce que tout était en train d'émerger. Dans les débuts des années, quand j'ai fait ça, les lasers, c'était au début 61. Tout émergeait en optique. Le laser émergeait, les capteurs fibre optique émergeaient, l'optique intégrée émergeait un petit peu après. Tout ça émergeait. On sentait bien qu'il y avait un mouvement qui était réparti dans différents endroits, mais sans concertation vraiment importante entre les uns et les autres. Gerd Fagnon avait fait un rapport justement sur l'état de l'optique et il avait fait la même analyse. Donc on sentait très bien qu'il y avait là quelque chose que l'optique pouvait apporter. Par exemple, l'optique de l'ordinateur n'avait pas de limite à ce moment-là. On était capable de dire on va pouvoir faire des impulsions très brèves qu'on ne peut pas faire en électronique, etc. Donc l'optique apportait systématiquement quelque chose. Et elle apportait quelque chose dans la mesure où elle travaillait avec d'autres disciplines. D'où l'intérêt de travailler complètement ouvert avec d'autres partenaires. Et cette idée initiale d'inclure des acteurs industriels dans une société savante, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu quand même négocier avec la SFP ou est-ce que c'était un non définitif? C'était pas leur tasse de thé. Je ne peux pas dire qu'ils étaient complètement indépendants, mais il n'y avait pas
cet intérêt qu'il fallait apporter. Le fait de regarder ce qui avait été fait par ailleurs, le fait de prendre un règlement au niveau des statuts pour qu'il y ait une rotation des disciplines, une rotation des présidents, etc., de façon à ce que cette structure ne soit pas la structure de Pierre, Paul ou Jacques, mais la structure d'une communauté qui se renouvelait en permanence, c'était quelque chose qui pour moi était intéressant. Et donc ça y a été dès le début dans votre idée de la SFO, cette alternance entre les différents présidents? Oui, oui. Et ça se faisait chez la S2E ou c'était une idée à vous? Non, non, pas à ce point-là. C'était pas aussi rigide. Non, non. Mais moi, j'avais mis en place les statuts assez générales, et puis c'est au bout de 2 ans que j'ai changé les statuts pour imposer un petit peu cette réglementation. Quand vous regardez l'évolution de la SFO aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben, ça m'inspire des choses très, très positives. Elle se porte mieux que moi. Au bout de 40 ans, vous me voyez avec des béquilles. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la SFO n'a pas besoin de béquilles pour fonctionner. Parce qu'il y a une activité, justement, qui est... Alors, je ne suis pas responsable de l'activité d'aujourd'hui. Hein. J'ai pris ma retraite, ça fait dans 2002, donc ça fait des années. Mais on a eu la chance aussi de recruter des chercheurs jeunes, dynamiques, qui en voulaient. Et en dehors de cette hybridation entre le monde académique et industriel, vous diriez que c'est quoi les atouts de la SFO? Ben, les autres atouts, c'est que la SFO a créé très très rapidement des commissions, a mis en place des clubs. Moi, j'ai participé à l'époque au club de nanotechnologie, au club laser de puissance, à un certain nombre de choses. Et toutes ces commissions, certaines travaillent encore, des nouvelles ont été créées. Il y en a qui ont été créées avec le club Visu, par exemple. Donc, il y a une dynamique forte qui a été créée parce qu'il y a eu une activité, ce n'était pas uniquement l'activité de la société, c'était une activité ouverte à d'autres activités. Et comme vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis, est-ce que vous avez aussi contribué à créer des liens entre la SFO et la Société américaine d'optique, donc l'OSA, aujourd'hui Optica? Essentiellement avec le SPI, puisque j'étais membre de cette société. Je connaissais les gens qui étaient à l'OSA. Et je savais très bien comment les choses se passaient, qu'il y a eu des élections entre le SPI et l'OSA pour essayer de se regrouper et qu'ils ont loupé le coche à une voix près. Donc j'ai suivi tout ça. Et est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez voir émerger à la Société française ou européenne d'optique qui vous semblent qui manquent aujourd'hui? C'est un petit peu mon point faible là pour vous répondre parce que je me suis passionné pour d'autres choses après. Je ne suis pas resté dans le domaine de l'optique. J'y suis allé parce qu'on m'a sollicité. J'ai été doyen parce qu'on m'a sollicité d'être doyen, alors que je n'avais pas vocation à être doyen. J'ai fait un certain nombre de choses où on est venu me dire « Est-ce que vous ne pourriez pas faire ça ?» Et j'ai aimé relever les défis, en quelque sorte. Donc, ça m'est difficile aujourd'hui de vous dire, parce que je ne connais pas tout exactement ce qui se fait aujourd'hui. J'ai eu des informations par Pierre Chavel quand il est venu à Besançon, etc. Ce qui m'a rassuré, c'est lui qui m'a le plus rassuré des activités des uns et des autres. Et j'ai été très satisfait de voir que les choses s'étaient bien développées. Mais bon, moi j'avais comme responsabilité à ce moment-là de mettre en place quelque chose dans le nord-est de la Franche-Comté. Oui. Sollicité par Chevènement pour mettre ça en place. Et ça a été très positif pour Belfort-Montbéliard, puisque si ici à Dijon-Besançon, il y a des problèmes de liaison entre les universités, moi j'ai dû regrouper deux écoles d'ingénieurs pour faire l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Donc on a vu que votre parcours couvrait plein d'activités différentes, dont des choses un petit peu pionnières. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes chercheurs, aux jeunes opticiens qui
se lancent, qui tentent de monter quelque chose de nouveau, une nouvelle activité de recherche? Eh bien, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il faut surtout s'ouvrir sur l'extérieur, et non pas rester piégé par son activité personnelle, ce qui est le cas actuellement. Parce que la grosse différence qu'il y a, c'est que quand on a démarré cette activité au niveau byzantin en optique, on était des équipes qui regroupaient des mécaniciens, des électroniciens, des opticiens, et on travaillait tous ensemble. Et on travaillait quand tout le monde était au labo. Alors que maintenant, les gens travaillent seuls, dans leur bureau, sur leur ordinateur. C'est fondamental. C'est ce qui reste d'ailleurs de l'activité que nous avons eue en tant qu'équipe, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent leur retraite du laboratoire d'optique se réunissent 2 fois par an, simplement parce qu'ils sont contents de se revoir, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Donc la première chose que je leur dirais, c'est de s'ouvrir et de travailler en partenariat avec d'autres. Et puis de faire le bon choix de leurs collaborateurs. Et surtout de bien choisir les bonnes opportunités. C'est fondamental aussi. Mais ça ne s'apprend pas, ça se sent. Et est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont vous aimeriez parler? Oh, je pourrais vous parler de tas de choses, mais non, je pense vous avoir dit l'essentiel. Je vous ai parlé un petit peu de moi, de ce que j'ai pu faire, mais bon, je ne pourrais pas vous parler comme étant un opticien qui découvre la SFO et qui va faire ça pour la SFO. Il fallait d'abord créer la SFO, qui n'existait pas. Ça a été pour moi le premier pas. Une des réussites que j'ai eues, je pense, c'est de mettre en place la SFO, d'avoir fait accepter par la SFO ce changement de fonctionnement et de rotation de personnel et de personnalité. Et puis c'est cette réunion commune avec la DGAO en vue de la Société européenne d'optique.